Alors bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue en salle Louis Liard pour ce deuxième tour, cette demi-finale du concours Fleur d'éloquence. Je suis Delphine Chedaleux, je suis maître de conférence à l'UTC et j'organise ce concours avec Sophie Marchand qui est maîtresse de conférence à Sorbonne Université. On est ravis de vous accueillir dans ces locaux ce soir. Je vais juste faire un tout petit rappel sur les conditions du concours. Ça te va si on se répartit les choses comme ça ? Ouais, tu feras les remerciements après. Donc, sur les conditions du concours et sur la façon dont les candidats et les candidates ont préparé les discours que vous allez entendre ce soir. Donc, on a eu un premier tour. Donc, le concours d'éloquence, Fleur d'éloquence, c'est un concours qui concerne les étudiants de Sorbonne Université et les étudiants de l'UTC, donc qui est une école d'ingénieurs à Compiègne et qui fait partie de l'Alliance Sorbonne. Les étudiants qui s'inscrivent au concours ont une formation d'une vingtaine d'heures, une formation à la rhétorique dispensée par nos fabuleux formateurs qui sont là présents ce soir. Et peut-être qu'on peut d'ailleurs les applaudir d'ores et déjà. Donc, il y a eu un premier tour il y a une quinzaine de jours qui a eu lieu à Paris, à Clignancourt. Ils et elles étaient une soixantaine et donc on en a retenu 10. Nous devions en retenir 8 et on en a finalement retenu 10 parce que le niveau était très élevé, les discours étaient très bons voilà, nous avions envie d'entendre ces 10 candidats et candidates là ce soir en demi-finale. Donc je vous mets la pression un petit peu, mais on avait vraiment envie de les entendre. Ils et elles sont donc arrivés aujourd'hui en Sorbonne, en fin de matinée. Ils ont eu leur sujet à midi, c'est bien ça. Et donc, ils ont préparé leur sujet de midi à 17h en loge. Et donc, ce sont ces discours que l'on va préparer donc, cet après-midi, que l'on va entendre aujourd'hui. Donc, c'est la demi-finale de Fleur d'éloquence. C'est en fait le tour probablement le plus difficile parce qu'il y a cette contrainte temporelle très particulière. Et donc, voilà, on sera... on est évidemment tous et toutes membres du jury très impatientes de vous entendre. Je laisse la parole à Sophie. Quelques mots sur l'organisation de la soirée, puis après je terminerai par les remerciements rituels, mais qui ne sont pas si rituels que ça. Vous allez entendre 10 discours. Il n'y aura pas d'interruption, il n'y aura pas de pause, les discours fonctionnent par deux en réalité, puisque le même sujet a été donné à deux candidats, deux candidates, l'un ou l'une étant chargé de défendre la thèse affirmative et l'autre la négative. À la fin de ces 10 discours, le jury se retirera pour délibérer et choisir 4 personnes qui iront en finale. La finale, notez-le sur vos agendas, c'est le vendredi 16 mai à 18h à la BNF, au grand auditorium de la BNF. Et vous êtes évidemment cordialement invités. Donc, pendant que nous délibérons, nous allons rater une part importante du spectacle et une des parts les plus réjouissantes du spectacle. Vous ne le savez peut-être pas, mais le concours Fleur d'éloquence étudiant est couplé à un concours lycéen. Plusieurs lycées parisiens font travailler les élèves lors d'une formation à l'éloquence et ces élèves s'affrontent et se sont confrontés à l'exercice et à eux-mêmes lors du premier tour à Clignancourt en même temps que le concours lycéen. Aujourd'hui ou durant la semaine, le deuxième tour a eu lieu
Et vous allez avoir la chance, nous non, d'entendre ce soir les 3 candidats et candidates retenus pour la finale du concours lycéen. Donc pendant que nous délibérons dans la petite salle là-bas, vous entendrez les 3 meilleurs discours lycéens et vous verrez les trois candidats et candidates qui concourront pour la finale le 16 mai à la BNF. Alors, je ne vais pas parler plus longtemps, simplement remercier ceux grâce à qui ce concours est possible. Donc ce concours existe depuis 15 ans grâce à l'administration de Sorbonne Université, qui s'appelait à l'époque autrement, et de l'UTC. Donc nous devons des remerciements à nos tutelles qui nous soutiennent, la direction de l'UTC, le décanat de la faculté des lettres, même si ce concours ne regroupe pas que des étudiants de la faculté des lettres de Sorbonne Université, il y a aussi des étudiants qui appartiennent à la faculté des sciences et ingénierie, et puis d'autres à la faculté de santé, et puis la présidence de Sorbonne Université qui nous soutient aussi. On doit surtout des très chaleureux remerciements et beaucoup d'applaudissements à toute l'équipe de la direction des affaires culturelles qui... Alors, on ne peut pas citer tout le monde, mais je crois que celle qui quand même mérite le plus d'applaudissements, c'est Alice Poisson, qui vraiment est la colonne vertébrale de ce concours. Et sinon, on peut remercier toute l'équipe, y compris les 2 Yann, Yann Mi et Yann Do, maintenant que j'ai appris qu'on les appelait ainsi. On va remercier encore les formateurs. On les a déjà applaudis, mais on les applaudit encore. Et enfin, le jury. Le jury est renouvelé à chaque tour. C'est un jury mixte composé de gens de Sorbonne Université, de gens de l'UTC, puis de gens extérieurs qui apportent leurs compétences, leur disponibilité, leur bienveillance et leur passion pour l'éloquence et qui viennent écouter tous ces discours. Voilà, on arrête là avec les discours et on écoute les vrais discours. Ah, juste, comme nous avons gardé 10 personnes et pas 8, nous avons quand même une contrainte de temps. Il va falloir qu'on libère les lieux à 21h30. Vous allez voir, on sera chassés si on reste une minute de plus. Donc nous leur avons imposé une nouvelle règle qui est de faire des discours non pas de 10 minutes comme autrefois, mais de 8 minutes. Ce qui veut dire que j'ai la lourde tâche de faire sonner une alarme au bout de 8 minutes. Donc si vous entendez un bruit d'alarme, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'ils ont dépassé le temps et on leur coupera la parole. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Victor, êtes-vous prêt? Je le suis. Vous avez la parole. Mes parents m'ont forcé à faire du théâtre d'improvisation pendant plusieurs années. J'y allais comme un forçat, semaine après semaine, alors que je n'osais pas dire ce qui me passait par la tête. C'était une souffrance, je n'y arrivais pas. Je n'avais pas envie de parler. Je n'en avais pas la force. Mais petit à petit, en osant un peu plus à chaque fois, j'ai fini par y arriver. L'expérience fut formatrice et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux le dire, je suis plus fort qu'avant, plus courageux que ce que j'ai pu être autrefois et c'est formidable. Je peux ouvrir le bal aujourd'hui et je suis prêt à assumer le rôle que je me suis moi-même donné ce soir. Je suis prêt à vous parler, prêt à m'ouvrir et prêt à converser avec vous. Ce n'est pas parce que le jury est là pour partager les discours que ma voix va hésiter. Ce n'est pas parce que mes amis sont là, certaines ratant des cours, que ma langue va fourcher. Ce n'est pas parce que ma mère est là, après 500 km de parcours, que mon corps va trembler. Je resterai là, solide comme un roc. Parce que c'est pour eux, comme pour moi, que je suis là. Pour ce moment, et c'est donc pour ça que je dois être fort, pour être à la hauteur de cet instant. Fort pour vous délivrer ce discours que je commence à l'instant.
Et c'est pourquoi, à chaque fois que l'on me posera la question « Doit-on être plus fort ?», je répondrai toujours oui. Être fort, c'est assumer le rôle que l'on s'est donné, quelles que soient les circonstances. À l'hôpital, imaginez-vous sur le point de devenir parent, en outant notre enfant pour la première fois, notre magnifique enfant, on pose les yeux sur elle et on se dit qu'on ferait tout pour elle. Nous n'avons jamais été aussi heureux. C'est parents, notre nouveau rôle. Et malheureusement, l'accouchement a connu des complications. Et ce jour censé être le plus heureux d'une vie est à présent endeuillé. On a envie de pleurer toutes les larmes de notre corps. On a envie de hurler « Pourquoi moi ?» On a envie de se laisser mourir. Mais on ne peut pas. L'enfant a besoin de nous. Elle a besoin qu'on soit fort pour l'élever. C'est notre rôle. Être ce château suffisamment haut pour que notre fille puisse toujours le retrouver. Être ce palais suffisamment confortable pour que notre fille puisse toujours s'y sentir en sécurité. Être cette forteresse que rien ne pourra fissurer et sur laquelle notre fille pourra toujours compter. Je ne veux pas dire qu'exprimer sa souffrance nous rendrait faibles. Exprimer nos émotions ne nous rend pas faibles. Ne pas exprimer ces émotions crée en nous une frustration qui finira par sortir à un moment ou à un autre, mais sans que l'on ne l'ait décidé. On doit donc exprimer ces émotions, les exprimer pour mieux les accepter et les accepter pour mieux s'en libérer. Ainsi, exprimer nos émotions nous rend en fait plus forts. Et pour autant, on ne doit pas montrer ces émotions n'importe qui, n'importe quand. Les émotions restent une faiblesse qui s'exploite lorsque des personnes malveillantes en ont connaissance. Nos amants peuvent jouer de notre amour pour eux, pour nous manipuler. Nos commerçants peuvent jouer de nos désirs pour nous pousser à consommer. Nos dirigeants peuvent jouer de nos peurs pour gagner en popularité. Ainsi, on doit montrer et exprimer nos émotions, mais pas à tout le monde. Ce n'est pas le rôle d'un parent que de pleurer devant son enfant pour lui parler de ses chagrins. Il faut être fort pour maîtriser ses émotions, pour les exprimer au moment qu'on aura décidé, à la personne qu'on aura décidé. On pourrait se dire que cela ne nous concerne pas. On pourrait se dire que nous, on ne se laisse pas manipuler. On pourrait se dire que nous, on peut laisser exprimer nos émotions quand bon nous semble. Mais si un ami vient un jour me voir, me parler de ses colères, de ses frustrations, de ses chagrins, vais-je le couper et lui renchérir ? « Ah, m'en parle pas, moi aussi j'ai une journée de merde. » Non. Si je le fais, c'est que je n'ai pas été assez fort pour garder mes émotions pour moi, pour l'instant. Mon ami n'aura plus envie de me parler de ses problèmes. Il ne se permettra plus d'être faible devant moi. Or, être un bon ami, c'est être suffisamment fort pour que l'autre puisse être faible devant nous. Il nous faut patiemment l'écouter, même si ça nous ennuie, gentiment le soutenir, même si nous avons nos soucis. On pourrait se demander, ne sommes-nous pas déjà suffisamment forts, suffisamment déjà capables de contenir nos émotions ? Malheureusement, je ne le crois pas. Une histoire terrible me permet de l'affirmer. Philippe, un homme avec une vie des plus ordinaires il y a quelques années, qui avait son travail, qui avait sa femme, qui avait ses enfants, a malheureusement appris que sa femme le trompait. Philippe fut dévasté, dans une peine immense, mais surtout dans une colère noire, lorsque sa femme rentra et lui donna un violent coup de chandelier sur la tête, fendant son crâne. Alors qu'elle s'effondrait devant lui, il continua de donner coup après coup, et ce jusqu'à ce que ses mains deviennent rouges sang. Enfin calmé, il se dénonça à la police et leur se donna cette excuse. C'était plus fort que moi. Le simple fait que cette excuse existe encore montre que nous ne sommes pas devenus encore assez forts et nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Alors, doit-on devenir plus fort ? Évidemment. Nous devons devenir plus forts pour mieux nous maîtriser. Nous devons devenir plus forts pour n'obéir qu'à notre volonté. Nous devons devenir plus forts pour pouvoir vivre en société. Parce que
Être fort, ce n'est pas être la personne qui peut faire tomber les autres et s'en amuser, c'est être la personne sur laquelle on peut se laisser tomber en toute sécurité. Alors sur le même sujet, donc, doit-on être plus fort, mais cette fois-ci à la négative, nous allons écouter le discours de Yasmine Benjouad. Je suis prête. Sois plus forte. Sois plus forte. Sois plus forte. Sois plus forte. Mardi 11 mars 2025, il y a à peu près 3 semaines, dans la bibliothèque de la prestigieuse faculté de médecine de Menofia, en Égypte. L'examen le plus important de l'année est en train de se dérouler. Un silence pèse dans la salle. Un silence périodiquement interrompu par le bruit d'un stylo qui tombe ou d'une page qu'on retourne. La 34e minute de l'épreuve s'écoule et, bruit sourd, une étudiante s'écroule. Une foule, des cris. Mardi 13 mars 2025, à la une de toutes les chaînes d'information, deuil national. Iman Mustafa, 21 ans, étudiante en médecine, est décédée après avoir subi un stress intense suite à un examen difficile. Hémorragie cérébrale après que sa tension artérielle ait grimpé en flèche pendant qu'elle composait pour l'examen le plus important de son année. Coma immédiat. 2 jours plus tard, elle n'était plus là. Ses parents, ses professeurs, sa sœur, ses camarades s'expriment. Je continue à lire l'article et, petit à petit, elle se matérialise devant moi. Iman était ce qu'on appelle une personne forte. Forte de caractère, forte à l'école dans toutes ses matières, une inspiration pour ses proches. Sœur aînée de sa fratrie, elle avait un rêve et elle ne devait pas fléchir. Elle devait être forte, toujours plus forte. Réussir. Autant d'injonctions auxquelles elle se pliait au quotidien. Elle avait passé les 6 derniers mois à préparer cet examen. Elle s'est surmenée et au final, son corps ne l'a pas supporté. C'était plus fort qu'elle. J'ai fini de lire l'article et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. Et si elle s'était arrêtée 2 secondes? Et si elle s'était écoutée? Alors doit-on être plus fort? Non, bien sûr que non. On ne doit surtout pas s'y obliger. Devoir étouffer tout moment de fragilité, d'affaiblissement, de vulnérabilité à tout prix, pour une quête interminable de force ou de robustesse à toutes les épreuves qu'on traverse, c'est tout simplement une illusion. C'est la vérité. Le masque finit toujours par tomber. C'est insoutenable. Nous avons fait de la force un idéal absolu à atteindre. Cette injonction est partout. Étudiant, on nous le répète. Ne te plains pas, tu as choisi cette voie. Une fois dans le monde du travail, ça ne s'arrange pas. Sois plus forte, la pression fait partie de ton job. Même à nos proches, lorsqu'ils traversent parfois des moments difficiles, on leur dit « Je t'envoie beaucoup de force ». Mais cette vision est dangereuse.
Se croire obligé d'être plus fort, c'est réprimer ses moments de faiblesse, de fragilité. C'est ne pas s'écouter, ne pas demander de l'aide quand on en a besoin. Iman a pensé qu'elle était plus forte que ça, qu'elle pouvait être plus forte, surmonter la fatigue, le stress, et au final, ça l'a affaiblie. Ne pas devoir être plus fort, c'est en réalité être libre, libre d'être tantôt fort, tantôt vulnérable. Et cette vulnérabilité, cette fragilité, est en réalité précieuse. Il faut la cultiver. Elle est aussi au centre des relations humaines. Nous avons tous déjà été confrontés à des conflits, des malentendus, des disputes. Parfois, nous avons été fautifs, parfois pas, parfois il n'y avait tout simplement pas de coupable. En tout cas, une chose est sûre, jamais être plus fort ne vous aidera à résoudre ces litiges. Bien au contraire, c'est en étant vulnérable, sincère, c'est en étant honnête, en verbalisant ce qui nous a blessés, ce qui nous a affaiblis, et que ce dévoilement de soi est mutuel, que la majorité des conflits sont résolus, grâce à la vulnérabilité. Et à ceux qui me rétorqueront, non, nous devons être plus forts, c'est un devoir. Comment parler de devoir quand parfois il n'y a même pas de pouvoir ? Doit-on être libre ? Mais que faire quand parfois c'est le système qui nous écrase ? Car oui, l'injonction « on doit être plus fort » sous-entend justement ça. C'est mettre la responsabilité sur le dos de l'individu, quand parfois le problème vient du système. L'un de mes plus proches amis vient d'un pays en guerre. Loin de sa famille, parfois, les mauvaises nouvelles tombent. Alors oui, il est affaibli, il a des moments de doute, des moments de faiblesse. Mais jamais je ne lui ai dit « sois plus fort, tu dois être plus fort ». Je me contente simplement de lui dire « je suis là ». Au lieu de fuir notre fragilité, nous devons la regarder en face. Regarder au plus profond de nous-mêmes, la comprendre, la saisir et l'expérimenter, aussi intensément que nous expérimentons la force, la vigueur et la détermination. Car c'est ça, être humain. Toute notre humanité est contenue en ce simple mot, vulnérabilité. Alors cessons de vivre dans l'illusion. Cessons de nous plier aux injonctions. Nous ne devons pas être plus forts. Nous devons être plus vrais, plus fragiles, plus sincères, plus libres. Alors nous allons donc changer de sujet et le sujet qui se profile est le suivant: doit-on mettre le feu? Et j'appelle Raphaël Riva qui va défendre la négative. Voilà, ça va. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, Raphaël, êtes-vous prêt? Oui. Bien, vous avez la parole. Imaginez cette scène. Durant l'été, deux amis, Alexandre et Léon, avides de maintenir leurs conditions physiques, décident de braver la chaleur et d'aller courir. Le défi est clair. Un semi-marathon, sans eau, sans casquette. Ils ne veulent pas être alourdis par le superflu. Nos deux sportifs lassent leurs chaussures, commencent leurs échauffements et réalisent quelques premiers tours de stade. Alexandre motive son ami et lui dit « Allez, on tente de le faire en moins de 2 heures ». Galvanisé, Léon accepte cette idée. Échauffé, motivé, Léon lance son chronomètre et la course débute. Mais au bout de 30 minutes d'effort, Léon demande à faire une pause. Son maillot de sport, en textile noir, le brûle. À vif, essoufflé, il explique « J'ai la sensation d'être un poulet dans un rôtissoir au marché ». Mais Alexandre, véritable coach sportif,
motive son ami et lui dit « Oh, c'est dans la tête. Hein ? Il faut repartir, il ne faut pas se refroidir. Embrase l'étincelle sportive qui sommeille en toi. » « Mais il n'y a pas le feu, me presse pas, lui répond-il. Certes, nous sommes en vacances. Il n'y a pas de pression autour de cette course. Mais est-ce que mettre le feu semble réellement nécessaire ? Non. Cette pression, tantôt physique, tantôt psychologique, nous consume de l'intérieur et de l'extérieur. Mais prenons notre temps. Ne brûlons pas nos étapes. Ne nous brûlons pas les ailes. Nos deux sportifs ne devraient-ils pas savourer cette course à pied, malgré, effectivement, quelques difficultés météorologiques ? Après tout, estimons-nous heureux ? Alexandre aurait bien pu prévoir une séance sauna en plein après-midi. Car l'objectif, finalement, c'est de profiter entre amis. Et puis, au bout d'un moment, c'est aussi de finir cette course. Toute bonne chose, d'ailleurs, a une fin. Plus vous courez, plus vous vous rapprochez de la fin, et mieux c'est pour tout le monde. Profitez de ce cadre autour de vous. Profitez de l'été, de la chaleur, des fleurs qui se développent, du chant des cigales et des grillons, des oiseaux qui chantent. Admirez ces prairies fleuries. Ressourcez-vous avec cette sensation de plénitude. Ah, l'été, cette saison unique, tant attendue, durant laquelle on troque les costumes pour les Bermudas, durant laquelle aussi les Parisiens troquent leur mauvaise humeur pour la mauvaise humeur en été. La mer n'est-elle pas finalement le prolongement du RER ? Mais finalement, tout le monde semble y trouver son bonheur. Durant l'été, les enfants jouent, les parents bronzent, visitent des villages, rencontrent de la famille qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps, incitent les enfants à ne pas courir, arguant que pas le feu, pas pressé, profitez-en. Inutile de s'enflammer, de se mettre la pression, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais revenons à notre histoire. Léon, lui, semble avoir fini de cuire à point. Il a cuit même à petit feu, son maillot ne le brûle plus. Mais il est démoralisé, il est fatigué, malgré les encouragements de son ami Alexandre. Ce dernier, voyant qu'il ne pourra rien changer, change d'avis et propose finalement de rentrer pour le retrouver pour une partie de jeux vidéo. Léon, soudainement, retrouve de l'énergie et accepte cette proposition. Alors ni une, ni deux, chacun rentre chez soi, prend sa douche, se rhabille, et Léon va chez Antoine. Précisons-le tout de suite, Antoine a fait les choses en grand. En attendant l'arrivée de Léon, dans le jardin, il a accroché à latte une grande bâche autour d'un arbre. Il a aussi sorti un vidéoprojecteur qu'il a connecté à sa console, installé 2 chaises, une table de jardin, 2 verres de coca avec des rondelles de citron. Nos 2 amis enthousiastes commentent, dans le feu de l'action, leur partie de jeux vidéo. Mais coup de théâtre, du fait de la chaleur, le projecteur prend feu. Dans le feu de l'action, nos 2 sportifs du dimanche balancent des seaux d'eau afin d'éteindre ce véritable brasier. Ils y parviennent finalement, avant de pousser un grand soupir de soulagement. Vous voyez, on ne doit pas mettre le feu. On doit même l'empêcher d'arriver. Ce feu qui brûle, ce feu qui surprend, ce feu imprévu qui bouleverse notre quotidien, aussi évident soit-il parfois. Nous savons quand est-ce que l'on allume le feu, mais on ne sait pas quand est-ce que l'on doit l'éteindre. Les feux de forêt ne sont-ils pas une hantise nationale ? Ne craignons-nous pas le feu de Dieu ? Le feu, pour certains, rime avec jeu, mais le feu rime aussi avec dangereux. Alors scoop, le feu ça brûle. Oui. Qui n'a jamais paniqué en voyant une personne néophyte en cuisine balancer de l'eau sur une friteuse en train de s'enflammer ? Méfiez-vous, méfiez-vous aussi de tous ces beaux parleurs qui se prétendent experts en relations amoureuses. Leur cœur brûle et se consume. Il n'en reste que des cendres, et ces cendres, noircies, resplendissent la tristesse. Et une peur qui finalement anime ces pyromanes. Mettre le feu, c'est le symbole d'une décision irrationnelle, irrémédiable, dans l'ombre, en broyant du noir,
vous voyez une lanterne au loin. Cette lanterne, véritable incarnation du renouveau, incarne l'espoir, mais elle vous dupe, car un jour, cette lanterne cessera de vous éclairer. Asphyxiée, manquant d'oxygène comme un poisson hors de l'eau, cette flamme insignifiante, moteur d'espoir pour d'autres, un jour s'éteindra. Les plus méfiants me répondront qu'un feu se rallume, qu'après tout, comme dirait l'autre, il suffira d'une étincelle. Mais comment peut-on attiser un feu, attiser les flammes de l'espoir, représentant notre vaillance et notre résistance, si nous broyons du noir? Les braises ne repartent jamais seules. Pire encore, une personne perdue, désemparée, qui pleure de désespoir. Comment rallumer des braises désormais humides? En fait, ne mettez pas le feu. Vous feriez du mal, et vous feriez du mal aux autres. Vous cuiriez à petit feu. On parviendrait peut-être à vous éteindre, et encore, pas comme le vidéoprojecteur d'Alexandre, mais on pourrait peut-être pas vous rallumer, vous redonner le goût à la vie. C'est impossible. Vous seriez consumé dans l'intérieur par la douleur, la tristesse et la rancœur. Alexandre et Léon réfléchissent, prennent du recul dans cette situation. Quant à cette journée, Alexandre reconnaît qu'il n'y avait peut-être pas le feu au lac, que son désir de vitesse et de rapidité, son tempérament de feu, était certes indésirable. Il imagine en souriant que s'il avait pris son temps, il aurait peut-être protégé le vidéoprojecteur de la chaleur. Il aurait même peut-être fini son semi-marathon avec Léon. Alexandre l'écoute. Écoute cette analyse, ponctuée d'hésitation et de calme. Finalement, Léon sourit et rétorque qu'il a passé une bonne journée. Une journée à rebondissement, accompagné de son ami, à la tête brûlée et aux grandes idées. Si le feu est vertueux, il peut être aussi vicieux. Vicieux par sa beauté, ce feu, véritable corps qui s'anime, qui bouge, qui nous hypnotise et nous consume en même temps. Finalement, nos deux amis ont conclu qu'ils peuvent être heureux sans jouer avec le feu, sans mettre leurs mains au feu et sans même l'allumer. Vous aussi, faites attention, ne brûlez pas les étapes. Alors sur le même sujet, nous allons écouter Stéphanie Crespin qui défend la thèse opposée, bien sûr. Oui, je suis prête. Mes parents étaient dans la même université. Ma mère a rapidement remarqué mon père dans les amphibondés. Elle le trouvait beau, charmant, charismatique, bref, tout ce qu'il faut pour plaire. Mon père, lui, n'avait pas la moindre idée de qui elle était. Un soir, une fête avait lieu, organisée par le BDE, et ils devaient s'y rendre tous les deux. Ma mère, apprenant cela, était ravie. Elle s'est bien habillée, bien pouponnée pour aller à la soirée. En arrivant, elle l'a aperçu et s'est tout de suite débrouillée pour qu'un ami mutuel les présente. Ça a tout de suite matché. Ils ont parlé toute la soirée, se sont plu, ont bien rigolé. Et ça ne s'est pas arrêté là. Mon père a voulu la revoir. D'une certaine manière, ma mère avait réussi à mettre le feu à sa mémoire. Ils se sont donc donné rendez-vous tous les soirs pour se revoir. Pour aller le rejoindre, mon père grillait tous les feux et brûlait ses pneus de scooter sur le bitume pour ne pas perdre un instant. Et attendez, la suite est édifiante. Ils ont eu un enfant moins d'1 an après leur rencontre, sans être mariés, évidemment. Mes grands-parents étaient furieux, des deux côtés. Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé, tu ne respectes vraiment plus rien. Mais eux, ils n'en avaient strictement rien à faire. Ils vivaient tels qu'ils avaient envie. Sur leur passage, ils ont mis le feu. Ils ont cramé allègrement,
les étapes, les appels répétés de leurs camarades à la prudence et les conventions familiales. Ce sont de véritables têtes brûlées. Pari gagnant, hein, puisqu'ils ont eu 4 enfants et se sont aimés d'un amour ardent pendant 25 ans. Alors, doit-on mettre le feu? Mais oui, bien sûr que oui, que l'on doit mettre le feu. On doit d'abord mettre le feu pour obtenir ce que l'on veut, comme ma mère l'a fait avec mon père et sa mémoire, pour vivre comme on en a envie, comme ils ont fait avec les conventions qu'ils ont brûlées allègrement, pour ne pas se laisser enfermer par les croyances des autres, par des conventions qui nous pèsent et qui ne nous conviennent pas. C'est en s'enflammant, en prenant des risques, en n'ayant pas peur du changement qu'on vit véritablement. La vie est en perpétuel mouvement, alors mieux vaut mettre le feu et danser comme les flammes que s'éteindre en restant sur le côté. Alors, certains diront qu'à trop jouer avec le feu, on finit par se brûler. Je leur réponds oui, c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs, en se trompant. Les cicatrices de nos brûlures nous rappellent le chemin parcouru. On n'arrête pas de marcher parce qu'on a peur de tomber. Et ce qui est valable pour notre histoire personnelle l'est aussi à l'échelle de l'histoire avec un grand H. En effet, c'est le feu du changement qui nous anime, qui a permis à la société d'évoluer, de se remettre en question, de s'améliorer. C'est en discutant, questionnant, interpellant que l'on produit les étincelles qui sont nécessaires au changement. C'est en se battant, se révoltant, s'insurgeant contre son fonctionnement qu'on a permis à celle-ci d'avancer. Par exemple, comment ont été acquis en France la liberté et l'égalité ? Les idées nous sont certes d'abord venues du siècle des Lumières, avant d'être arrachées par la Révolution et la capacité à tout remettre en question. Grâce à ces événements qui ont embrasé le pays, les privilèges ont été abolis, jetés au feu, la Déclaration des droits de l'homme promulguée et une société basée sur de nouveaux piliers a pu émerger. Et la Révolution française n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au cours de l'histoire, chaque génération a osé mettre le feu pour bouleverser certaines idées reçues et nous permettre de nous réinventer. En 1936, la grève a permis par exemple d'obtenir les congés payés. Et plus tard, en 1968, la révolution étudiante a permis par exemple la libération des mœurs. Quand on voit le chemin parcouru, on ne peut qu'affirmer haut et fort, heureusement que génération après génération, les consciences se sont embrasées, que les certitudes ont été réduites en cendres pour permettre l'émergence de sociétés imparfaites, certes, mais plus justes et plus humaines. Et puis, si vous n'êtes toujours pas d'accord avec son état actuel, n'hésitez pas un instant. Soufflez des idées sur le brasier du changement, vous mettrez le feu. Mettre le feu permet de nous renouveler, de nous émanciper, de faire table rase. Mais c'est aussi ce qui permet de nous protéger, de nous réchauffer et de nous réconforter. Allumer le feu, mettre le feu, c'est tout simplement survivre. Nos lointains ancêtres s'en servaient par exemple pour éloigner les bêtes sauvages dans l'environnement hostile qui était le leur. Au cours de l'histoire, le feu nous a maintenus en vie, en nous permettant de faire cuire notre nourriture et de manger. Il nous a préservés par exemple du froid mordant. Imaginez-vous en hiver, au début du XIXe siècle, au fin fond du Canada. Le vent souffle, le ciel est gris, les températures sont bien en dessous de zéro. Vous passez la journée enfermé dans votre petite maison car elle est recouverte de neige et de toute façon vous ne pouvez pas sortir. Le froid est vraiment terrible. Il vous engourdit. Vous ne pouvez plus bouger les doigts. Il y a du bois dans la remise. Mais non, vous restez là, vous transformez en statue de glace parce que vous réfléchissez à la question « doit-on mettre le feu ?» Mais enfin, c'est ridicule. La réponse est évidente. Bien sûr qu'il faut mettre le feu. Et le feu conditionne notre survie physique, mais également notre bien-être psychologique. Je me rappelle de ce jour terrible où je suis rentrée du lycée complètement démoralisée parce que j'avais raté plusieurs examens coup sur coup. Je me suis assise dans le salon et j'ai décidé de mettre le feu dans le poêle. La chaleur des flammes était agréable. Elle me réchauffait le visage, me faisait des picotements le long de la nuque. Bref, elle me réconfortait par leur seule présence. Et puis, soudainement, ma sœur est venue s'asseoir à côté de moi. Puis mon père, puis ma mère, et finalement toute la famille. Alors tous les problèmes de la journée ont disparu par magie.
Et pourquoi? Parce que le feu, dans son foyer, est ce qui nous permet de faire foyer. C'est ce qui permet de nous rassembler, de former un foyer. Ai-je raison ce jour-là d'avoir mis le feu? Mais bien sûr, c'est ce qui m'a réconfortée, c'est ce qui m'a fait me sentir aimée, c'est ce qui a ranimé la flamme en moi pour continuer à avancer, car toute ma famille est venue se rassembler. Mettre le feu, cela permet de nous protéger, de nous réconforter, de faire société en nous rassemblant autour de lui. Mais cela permet de nous animer également, de bouleverser l'ordre des choses et de sortir de notre zone de confort pour aller explorer des chemins insoupçonnés. Mettre le feu, c'est survivre, c'est vivre, c'est se transformer et c'est se révéler. Alors, nous allons écouter un nouveau sujet. Faut-il commencer par la fin? Voilà la question. On va écouter Eva Bavant qui va répondre par l'affirmative, je crois. Oui, je suis prête. Imaginez une scène, une salle obscure. Le rideau s'ouvre, une lumière blafarde éclaire un corps gisant sur le sol. Le souffle du public se suspend, les regards s'accrochent à cette silhouette immobile. Qui est-il? Que lui est-il arrivé? Est-ce un drame, un accident, une trahison, un sacrifice? L'histoire commence par sa fin. Et pourtant, loin d'être un frein au suspense, cette révélation nous captive. Nous sommes happés par la nécessité de comprendre, d'assembler les morceaux du puzzle. La fin est là, sous nos yeux, et c'est justement ce qui nous pousse à vouloir en découdre avec l'histoire. Car lorsque la destination est connue, chaque détour, chaque bifurcation prend une saveur nouvelle, un sens plus profond. Prenez un roman policier. Si vous en lisez la dernière page, si vous découvrez le meurtrier avant même de savoir qui est mort, pensez-vous que le livre perd tout intérêt? Bien au contraire, tout devient enquête. Chaque dialogue devient un indice, chaque geste anodin devient suspect. Commencer par la fin, ce n'est pas trahir l'histoire, c'est lui donner une autre dimension. Mais ce n'est pas qu'une technique de narration, c'est une façon de voir le monde. Et si je vous disais que dans la vie, comme dans l'art, nous gagnerions à commencer par la fin? Et si nous pouvions, d'un regard en arrière, éviter nos erreurs, éviter de nous perdre, de souffrir inutilement? Alors faut-il commencer par la fin? Oui, et voici pourquoi. Quand j'étais enfant, je me souviens encore de cette passion dévorante que j'avais pour la lecture. Dès que les lumières s'éteignaient, je me cachais sous ma couette, avec ma lampe torche allumée, avant que ma mère ne vienne m'attraper pour me dire d'aller me coucher. Puis, je repense à toutes ces nuits gâchées, à ces difficultés de me lever le matin quand ma mère venait me réveiller pour aller à l'école. Combien de nuits ai-je perdu pour des romans qui ne m'ont pas toujours convaincue? Fatiguée de perdre toutes ces heures de sommeil, j'avais alors compris que pour connaître le pouvoir d'un récit, il fallait connaître sa fin dès l'entrée de jeu. Alors, je pris un livre oublié sur l'étagère de mes parents. Je l'ouvris au hasard et mes yeux sont tombés sur la dernière page. Et je vis écrit un nom, une mort. Je n'avais plus le choix. Il fallait que je lise tout, mais cette fois avec une attention redoublée. Chaque phrase, chaque détail prenait un relief nouveau. L'histoire n'est plus un simple déroulement, elle était une quête de sens, une nécessité brûlante de comprendre comment l'inéluctable s'était noué. Mais au-delà de la fiction, combien de fois avons-nous souhaité connaître la fin d'une histoire avant même qu'elle ne commence?
Si vous saviez que votre meilleur ami d'aujourd'hui serait votre pire ennemi de demain, lui accorderiez-vous autant de confiance? Si vous saviez qu'un amour passionné finirait en larmes et en regrets, auriez-vous osé l'embrasser? Nous passons notre vie à hésiter, à tâtonner, à douter. Et si nous pouvions savoir, si nous pouvions commencer par la fin? Pensez à ces relations qui ont commencé dans l'euphorie et se sont éteintes dans la douleur. Ces amitiés que l'on croyait éternelles et qui un jour se sont effritées sous le poids des malentendus. Ces amours qui ont embrasé nos âmes avant de nous laisser consumer. Si nous avions su, aurions-nous tout vécu différemment? Aurions-nous évité ces mains tendues devenues poings fermés? Aurions-nous fui ces regards qui promettaient tout et qui, au fil du temps, se sont chargés de reproches? Aurions-nous fermé nos cœurs avant même qu'ils ne s'ouvrent par peur de la douleur à venir? Nous passons notre vie à hésiter, à tâtonner, à douter. Nous cherchons des signes, des certitudes. Nous aimerions savoir, éviter l'inutile, écarter le malheur, tracer une route sans embûches. Et si nous pouvions savoir, si nous pouvions commencer par la fin, s'épargner certaines douleurs, prendre les bons chemins et suivre le destin. Alors oui, il faut commencer par la fin. Il le faut parce que la fin est un phare dans le brume du récit, celle qui oriente la boussole du lecteur, de l'auditeur, du spectateur. Loin d'enlever la saveur du voyage, elle en rehausse chaque instant. La fin est une promesse tenue. Elle nous assure que chaque détour, chaque obstacle, chaque hésitation nous mène quelque part. D'abord, commencer par la fin, c'est rendre le temps malléable, en faire un allié plutôt qu'une ligne droite et prévisible. Même les plus grands artistes l'ont compris. Songeons à ces films qui commencent sur une scène finale pour mieux en déconstruire l'achèvement. Songeons à ces écrivains qui, d'une première phrase percutante, dévoilent l'issue et nous forcent ainsi à prêter attention au moindre indice. Ensuite, il y a la puissance du suspense inversé. Si vous savez qu'un château s'écroule, chaque pierre que vous voyez vaciller devient un présage, chaque fissure, un message. En connaissant la fin, nous devenons les complices du destin. Nous ne subissons plus l'histoire, nous la vivons différemment, intensément. Mais surtout, commencer par la fin, c'est éviter l'erreur, c'est éviter les faux pas, les échecs, les regrets. Qui n'a jamais rêvé de revenir en arrière, d'effacer une faute, de modifier une décision? Si nous pouvions voir l'avenir, combien de blessures nous épargnerions-nous? Imaginons un instant, vous êtes face à un amour naissant. Il y a cette étincelle, ce frisson, cette ivresse de l'inconnu. Mais si vous saviez que cette histoire finira dans les larmes et la déchirure, auriez-vous pris le risque? Combien de relations toxiques auraient pu être évitées? Combien d'illusions épargnées si nous avions pu connaître leur fin avant de nous y abandonner? La vie est un jeu d'échecs où nous avançons à tâtons. Savoir la fin, c'est jouer avec une longueur d'avance. C'est transformer chaque choix en certitude, chaque action en maîtrise. Ne serions-nous pas plus forts, plus sages, si nous pouvions voir ce qui nous attend? Alors oui, il faut commencer par la fin. Il le faut pour donner du poids à l'instant, pour transformer le récit en révélation et non en simple déroulement. La fin n'est pas une clôture, elle est la clé de lecture du chemin parcouru. Elle est le feu qui éclaire l'obscurité du commencement. Et si vous doutez encore, songez à ceci. Je viens de vous livrer la fin de mon discours. Mais n'avez-vous pas, en m'écoutant, ressenti le frisson de l'attente, la curiosité du voyage, de l'éloquence? Nous savons tous où nous allons. Ce qui importe, ce n'est pas d'arriver, c'est d'y arriver en sachant pourquoi. Alors, et si nous commencions enfin par la fin? Merci. Donc, sur le même sujet, nous allons écouter Pierre-Louis Théron, qui va défendre la thèse inverse.
Oui, je le suis. Nous connaissons tous un ami qui lit la dernière page d'un livre avant de l'acheter. Nous avons tous été l'enfant qui chaparde un bout de dessert dans la cuisine avant même que le repas ne commence. Et nous connaissons tous de tristes cires qui, trop occupés à se morfondre sur la cause de leur décès, en oublient comment ils sont nés. La fin d'un livre, la fin d'un banquet, la fin d'une vie. Que les conclusions soient malheureuses ou merveilleuses, certains sont tentés de commencer par celle-ci. D'ailleurs, je me présente devant vous comme étranger à tout cela, alors que j'ai moi-même eu recours maintes fois à cet artifice, celui de croire qu'il faut commencer par la fin. Qu'entreprendre la première phase d'une opération en connaissant son résultat, c'est savoir si elle vaut la peine d'être résolue. Que si j'avais su comment telle ou telle romance s'était terminée, je ne l'aurais pas commencée. Hélas, en mettant la charrue avant les bœufs, nous ne faisons pas pousser grand-chose. Pas plus que nous ne résolvons des intégrales sans apprendre à faire des multiplications. Alors, pour venir en aide à tous ceux qui se perdent avec moi dans ce mensonge, je vais révéler maintenant toutes ces faiblesses. Revenons-en d'abord à l'ami qui commence toujours par la fin d'une histoire. N'est-ce pas là un crime horrible que de figer, avant même que leur aventure ne commence, les héros d'un roman à l'écriture ou à la lecture de leur dernière page ? Leur ôter la possibilité d'évoluer et surtout de se révéler. Si nous savons dès le début que le meurtrier de Roger Ackroyd est en fait le narrateur, le roman d'Agatha Christie perd tout son intérêt. Certes, en se divulgachant la fin d'une œuvre, nous conservons la possibilité de la reprendre ensuite au début et de nous délecter de l'évolution des personnages. Par exemple, dans mon cas, nous pourrions toujours nous consoler avec les finesses d'esprit d'Hercule Poirot. Mais sa révélation finale n'en est plus une. Tous ces suspects n'ont plus de secrets à nous offrir. Or, ce sont les secrets qui nous poussent à connaître une personne. C'est parce que nous ne savons pas où une relation nous mène que nous nous y engageons. Et ce n'est jamais du temps perdu. On ne grandit pas émotionnellement en sachant à l'avance que notre cœur sera brisé. Voir les choses comme cela, c'est apposer un couvercle, une limite aux graines de notre confiance en nous et en l'autre. Alors, quelles sont les conditions pour que fleurisse une histoire entre deux êtres? Bref, on n'apprend pas à faire confiance en sachant à l'avance que l'on sera trahi. Commencer par la fin, c'est refuser le suspense, le doute, le changement, qui sont pourtant les conditions de nos existences. L'enfant qui a boulotté le dessert en cachette serait capable de se laisser mourir de faim tout le reste du repas, tant il lui paraît fade à présent. Plus généralement, il n'y a plus d'intérêt à descendre du lit le matin si l'on sait déjà comment la journée va se terminer. Car c'est dans l'inconnu que notre imagination trouve une page blanche pour s'exprimer, que la logique trouve un adversaire à percer à jour, et c'est face à elle que la volonté oublie ses limites. Alors que dans le prévisible, quand on connaît la fin, on n'a plus rien à inventer, à découvrir ou à transformer. Les hommes refusent de croire Cassandre, car ils savent qu'accepter ses prédictions, c'est abandonner leur libre arbitre. Je vous l'affirme ici, commencer par la fin est plus qu'une habitude stupide, c'est un geste mortifère. Et j'en sais quelque chose. En bon malade imaginaire, j'ai déjà développé 3 cancers de l'œsophage, 8 méningites foudroyantes et hébergé multiples parasites mortels. Et je me suis récemment auto-diagnostiqué la maladie de Charcot, laquelle ne me laisserait que 3 ans parmi vous. Mais je m'interroge, à me lamenter perpétuellement sur ma fin, est-ce que je n'oublie pas de commencer à vivre ? Je me rassure quant à cette habitude sombre, en pensant qu'au contraire, s'il ne me reste que 3 ans d'existence, alors je pourrais les consacrer à la réalisation de mes rêves. Mais là aussi, je me trompe, car si la fin, c'est aussi la finalité, le but, et que nous sommes prompts à penser qu'un objectif clair nous aide à mieux l'atteindre, c'est en fait tout l'inverse. En effet, Schopenhauer nous a déjà révélé que la vie n'est qu'un pendule oscillant entre la souffrance et l'ennui. Je désire quelque chose, je souffre. Je finis par l'obtenir et l'ennui me gagne. Nous comprenons donc qu'à trop se focaliser sur la détermination de nos objectifs, nos finalités, nous ne serons que malheureux de comprendre que nous ne les avons pas atteints. Et à l'inverse, si nous les avions tout de suite, nous nous ennuyerions. Faust sait par exemple pertinemment ce qu'il veut. Il connaît ses fins et Méphisto le lui donne immédiatement. Pourtant, il n'est pas heureux. Car le bonheur n'est pas dans l'une ou l'autre des extrémités du pendule. Il est entre les deux,
dans les péripéties que nous menons pour assouvir ces désirs qui doivent rester aussi vagues que celui d'être aimé ou d'être heureux. Pour qu'à peine nous pensions les avoir effleurés du doigt, ils renaissent encore plus forts. On me rétorquera que pourtant les scientifiques partent d'une conséquence pour remonter à sa cause, que Newton observe la chute de la pomme pour percer à jour la gravité. Mais c'est en fait un trompe-l'œil, car si localement dans l'histoire des sciences on commence en effet par la fin, dans la globalité ce n'est pas le cas. Cela saurait si l'on commençait par le sens de l'univers pour en expliquer toutes ces manifestations. Oui, les sciences commencent bien par un début, la prise de conscience de nos incompréhensions. D'ailleurs, admettre une fin à certaines choses, c'est se priver d'aller au-delà. Si le médecin se contentait de trouver son diagnostic, cela ne suffirait pas à guérir le patient. D'ailleurs, le soin n'admet pas de fin. Il ne suffit pas, pour soigner un cancer, de balancer une chimiothérapie dans des vaisseaux. Il faut traiter les effets secondaires avec autant de thérapies dont les interactions doivent être contrôlées. Il faut également savoir proposer un soutien psychologique lorsque le moral faiblit. Et même, le jour où nous avons tout essayé et que malheureusement cela ne suffit plus, nous poussons la porte des soins palliatifs. Un service qui perdrait tout son intérêt si nous commencions par la fin de chaque patient, la mort. Car bien au contraire, dans l'accompagnement de cette fin de vie, ce sont tous les débuts qui sont essentiels, ces prémices de douleur et de souffrance qu'il faut soulager pour continuer à faire de la médecine. Mais alors, s'il ne faut pas commencer par la fin, faut-il forcément commencer par le début? Non, ce n'est qu'une possibilité. Nous pouvons très bien rejoindre la vie d'un ami en plein milieu. L'important, c'est juste de ne pas arriver quand il n'est plus là. Nous ne sommes également pas obligés de voir d'abord une chenille. On peut très bien commencer par le cocon. Il faut juste garder la possibilité de s'émerveiller, de les voir se métamorphoser en papillons. Car c'est dans la montée, le déroulement, que la fin se construit et révèle tout son potentiel. Commencer par la fin, c'est tuer le papillon dans l'œuf. Alors, arrachons la dernière page du livre que veut acheter notre ami impatient. Faisons découvrir les saveurs des petits fours à l'enfant épris de dessert et emmenons notre ami morbide découvrir que, s'il a 1000 façons de finir sa vie, il en a une infinité de la commencer chaque jour. Empêchons-les de s'enfermer dans une fin déjà écrite pour qu'ils rêvent la leur, la réinventent et surtout la dépassent. Car, lorsque nous commençons par la fin, nous la rendons orpheline d'épilogue. Alors, nous allons poursuivre avec un nouveau sujet. Voici le sujet « L'absurde est-il la clé du sens ?» Et Raphaël Canon répondra à la négative. Raphaël. Je le suis. Je suis en retard. Pourquoi? Aucune idée. Mais je cours. Devant moi, un immense escalier en colimaçon s'élève vers le ciel. Ces marches de marbre lisse semblent interminables. Je les grimpe à toute vitesse, mes jambes sont légères, presque trop, comme si je pouvais flotter. Autour de moi, les murs sont flous, indéfinis, tantôt des couloirs d'école, tantôt des stations de métro, puis des ruelles familières, mais étrangement tordues. Des visages apparaissent et disparaissent. Mon père, un collègue, Édouard Philippe. D'autres silhouettes centrées me murmurent sans mots, et à ma droite, un professeur que je n'ai jamais eu me tend une feuille d'examen couverte de symboles incompréhensibles. Puis une vieille connaissance me regarde avec insistance, sans rien dire. Alors je continue à monter. Les marches deviennent molles, collantes, comme le sol d'une soirée sur lequel on aurait renversé son verre. Chaque pas devient un effort insensé. J'ai l'impression que le sommet se rapproche, mais dès que je lève la tête,
l'escalier s'étend à l'infini. Puis soudain, un bruit strident. Mes pieds glissent, je perds l'équilibre, je tombe en arrière, je chute. Et quand j'ouvre les yeux en sursaut, mon réveil sonne. Alors je regarde l'heure, il est 11h30 et je suis en retard. Pourquoi ? Eh bien cette fois-ci je sais, pour le second tour de Fleur d'éloquence. Alors je cours. Cher public, cher jury, s'il est vrai que l'absurde de mes rêves a bien failli être la cause de mon absence aujourd'hui, son mérite s'arrête là. Car s'il y a une chose dont je suis bien certain, c'est que de mes nuits comme de la vie, l'absurde n'est pas la clé du sens. Non, l'absurde n'est pas la clé du sens, déjà parce que l'absurde n'est pas une clé. Et si vous ne me croyez pas, essayez donc de mettre de l'absurde dans une serrure pour ouvrir une porte, vous verrez, ça ne marche pas. Non, l'absurde, c'est ce qui est contraire à la raison, au sens commun, ce qui défie toute logique. L'absurde, c'est acheter le canard enchaîné et recevoir une oie déchaînée, c'est organiser une manifestation contre la solitude, tout seul, c'est s'excuser auprès d'un réverbère après qu'on lui soit rentré dedans dans la rue, c'est attendre indéfiniment qu'un escalator en panne redémarre au lieu de monter les marches. L'absurde, ça peut être fascinant, amusant, parfois même poétique, voire artistique. Mais dans les rêves comme dans la vie, ça ne mène nulle part. Parce que l'absurde n'est pas la clé du sens, c'est la serrure. Et bien en peine celui qui, après moi, devra affirmer le contraire. Car si l'absurde était réellement la réponse, la solution à notre quête infinie de sens, alors nous pourrions abandonner la raison et le monde tel que nous le connaissons. Si l'absurde gouvernait nos 5 sens, nous vivrions en perpétuel état d'hallucination. S'il régnait sur notre logique, ce serait la fin des mathématiques, de la physique, de ces sciences sur lesquelles nos civilisations se sont bâties. Et si l'absurde dictait le sens des mots et des idées, alors on pourrait oublier Hugo, Zola, Camus et tous les autres. Car le langage lui-même deviendrait une cacophonie insensée, et avec lui notre capacité à penser, à rêver, à transcender notre condition. Car c'est précisément en tentant de structurer le chaos, d'apprivoiser l'absurde qui nous entoure que l'on donne du sens à nos existences. Laisser l'absurde nous gouverner, c'est perdre jusqu'à notre humanité. Donc non, l'absurde n'est certainement pas la clé de notre quête de sens. Mais alors pour en trouver la clé, encore faudrait-il savoir de quel sens sommes-nous en quête. Et c'est une question qui ne tombe pas sous le sens, vous allez le voir. Car entre les faux sens, les non-sens, la censure, les sens stricts et figurés, il faut avoir un bon sens de l'orientation pour s'y retrouver. Non, ici, vous ne pourrez pas vous fier à votre 6e sens, mais au milieu de cette forêt de sens qui ont perdu le leur, vous aurez peut-être la chance de le trouver. Le sens de l'humour, ou bien même le sens de l'amour. Celui qui nous fait oublier notre sens critique, qui donne à notre cœur le sens du rythme, une route à sens unique que l'on prend à contresens sans se soucier des conséquences. Une route sensationnelle, sensuelle, extrasensorielle, sur laquelle le seul arrêt qui fera consensus, c'est celui à la station d'essence. Pas besoin d'absurde pour trouver la clé du sens que vous recherchez. Il faut juste un peu de méthode. Même le sens de la vie se trouve si l'on s'y prend méthodiquement. Moi, je l'ai trouvé. En réalité, c'est même plutôt facile à faire. Il vous suffit de prendre un dictionnaire, de chercher entre videur et vieillard, et là, parmi tous les autres mots en V, vous le trouverez, le sens de la vie. Pas si compliqué. Alors oui, ce n'est peut-être pas celui que vous cherchiez, mais s'il ne vous plaît pas, vous avez encore le droit de l'effacer. Parce qu'une fois le sens de la vie supprimé, eh bien, il reste encore la vie. Alors si la clé du sens, ce n'est jamais l'absurde, il nous faut la chercher ailleurs. S'il en est une, c'est peut-être la raison, ou encore les raisons. Vous savez, celle qu'a le cœur, mais que la raison ignore. Oui, la clé du sens, c'est certainement nos émotions, celles qui guident notre âme quand la nuit est noire, et elles ne sont pas absurdes, nos émotions. Non. Elles sont incertaines, imprévisibles, incontrôlables, d'accord, mais pas absurdes. Parce que lorsqu'on aime vraiment, on le ressent dans chaque partie de notre corps. C'est viscéral, brûlant, impérieux. Ce n'est pas une équation illogique, ni une mécanique insensée. C'est une force qui nous emporte,
qui donne du relief à l'existence. Aimer, c'est ressentir pleinement sans chercher une justification rationnelle. Parce que le sens ne se décrète pas, il se vit. Et quand on pleure la perte d'un être cher, on pleure vraiment, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ce n'est pas une réaction dénuée de logique, c'est l'écho d'un amour qui ne sait plus où aller. Ce n'est pas une absurdité du destin, mais la preuve qu'un lien qui existait, qui comptait, qui faisait partie de nous, qui nous définissait, s'est rompu. Pleurer, c'est refuser l'indifférence, c'est donner un sens au manque. C'est reconnaître que oui, certaines présences sont irremplaçables. Alors non, l'absurde n'est pas la clé du sens. Il est la serrure qui s'ouvre à la raison et aux émotions. Il est ce rêve qui s'efface à l'aube, ce vertige qui nous trouble sans jamais nous ancrer. Mais le sens, lui, est là. Dans ce qui nous émeut, dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous pousse à avancer. Même quand tout semble flou, même quand les marches deviennent collantes, même quand l'escalier semble infini. Et ça va bientôt faire 8 minutes, et je suis en retard. Mais cette fois-ci, je ne cours pas. Pourquoi ? Eh bien, cette fois-ci, je sais, parce que j'ai trouvé la clé du sens. Merci. Nous allons maintenant... Ouh là là, c'est mieux comme ça. Nous allons écouter, toujours sur le même sujet, Marius Ourman qui va défendre la thèse inverse. Oui, je le suis. Ouin, ouin. Je viens de naître, je viens de passer par une porte, certes étroite, mais pour celle-ci, pas besoin de clé. C'est maman qui a décidé de l'ouvrir avec son code secret. Ça y est, je suis plongé dans le grand bain, ou plutôt dans les bras du médecin, mais je n'y comprends rien, parce que quelques secondes après avoir franchi la première, une deuxième porte vient se dresser devant moi. Dans la pièce, tout résonne. Je vois des formes inconnues, nouvelles, incongrues. Les mots se répondent, c'est l'écho général. Maman, dans son ventre, parlait les gargouillis. Ici, je suis perdu. Mais pour passer cette vaste porte de l'absurdité, pas 36 000 solutions. Je crois qu'il faut simplement lui faire face, avancer dans le bon sens, et bientôt elle s'ouvrira. Gougou, gaga, boubou. Ben moi aussi j'essaie de produire des vocalises, des sons, des mots, mais pour le moment rien ne vient. Les yeux grands ouverts, papa et maman me regardent tout sourire, comme si je venais de prononcer une chose absurde, une phrase sans sens. Et pourtant c'était très clair pour moi, je leur avais dit « J'ai faim, donnez-moi à manger !» Alors ils me répondent « Ah oui, mon amour, que tu es beau, qu'est-ce que tu veux ?» Et j'ai rien compris à ce qu'ils viennent de dire, mais j'ai toujours faim. C'est un dialogue de sourds, et pourtant j'entends tout. Et puis à un moment, j'en ai marre de cette situation absurde, parce que j'ai toujours faim, et eux ne comprennent rien. Et à la fin, je me décide, comme tous les autres nourrissons. Nous voulons comprendre le monde, le saisir, le croquer à pleines dents. Alors peu à peu, on apprend, on écoute, et un jour... Maman, papa, j'ai faim! Ça y est, le message est passé, la porte est maintenant grande ouverte, le mur est brisé. Mais il fallait passer par cette pièce absurde pour avoir envie de donner un coup de pied dans la porte. Il fallait de l'absurde pour donner du sens, et à la fin, ne plus avoir faim. Alors, à la question « L'absurde est-il la clé du sens ?» je réponds oui, oui, oui et oui. Bébé, je n'avais pas compris la phrase de papa et maman. Mais papa et maman avaient très bien saisi ce qu'ils avaient prononcé. L'absurdité est relative, elle dépend de chacun,
de qui l'expérimente, elle est partout. Et d'ailleurs, il y en a un qui y a fait face toute sa vie, un qui l'a bien compris. Il en a même fait sa théorie de la relativité générale. Je vous parle d'Einstein, car il n'y a pas que les enfants qui sont confrontés à l'absurdité du monde. Non, non, même les plus grands y font face. Toute sa vie, il a affronté l'absurdité apparente du monde, celle d'un univers régi par des lois invisibles et pourtant immuables. Pourquoi la lumière est-elle à la fois une onde et une particule? Comment le temps peut-il varier d'un endroit à un autre dans l'espace? Et cette formule, E égale mc carré, comment se fait-il que l'énergie puisse ainsi être proportionnelle à la masse et au carré de la célérité? J'avoue que ça ne fait pas des masses de sens pour les néophytes des sciences en fuite devant les non-sens. Mais en génie, il transforme ces paradoxes presque absurdes en une quête de compréhension, donnant naissance à la relativité, une théorie où l'espace et le temps se tordent en réponse à la gravité. Mais c'est face à la mécanique quantique que l'absurde est ici encore plus déroutant. Un monde où les particules peuvent être en plusieurs états à la fois, où l'acte d'observer modifie la réalité. Vous connaissez cette histoire du chat de Schrödinger, qui, dans un ballet magistral, est à la fois mort et vivant, dans une superposition d'états, nous dit la mécanique quantique. Et là, le sens soufflé par les physiciens nous échappe dans un non-sens tonitruant. La vacuité de notre esprit se fait sentir, dans nos sens en déroute face à cette absurdité. Et pourtant, le sens est là, sous-jacent, caché, calfeutré, derrière ce monde insondable, impalpable, qui ne cède son sens que face aux clés mathématiques que les experts physiciens offrent à la quantique. L'absurdité, arrachée à son état par quelques clés bien trouvées, se mue en sens. CQFD. Alors oui, l'absurde nous ouvre des portes vers le sens. Mais voyons plus loin, vers le sens commun. Je crois que l'absurdité est nécessaire pour donner un sens à notre vie, un sens de déplacement, celui simplement de se mettre en mouvement. Oui, car si confronté à l'absurdité du monde, Einstein y trouve des réponses, des intuitions pleines de raison, pour la plupart, nous n'en faisons pas autant. Personnellement, quand comme lui, je regarde dans un sens bien précis, celui des étoiles, de leur incandescence, j'observe une toile, belle, mais dénuée de sens. Alors je me questionne, je cherche des réponses. La vie, la mort, pourquoi? La vie, la mort, pour quand? Pour aller où? Mais ici, pas de réponse. Einstein n'est pas présent pour m'aider. Cela fait bien longtemps qu'il les a rejoints, lui, les étoiles. Alors je vogue dans le vaste cosmos de l'absurdité, dans lequel le vertige gagne souvent sur la quête de vérité. Je me retrouve bloqué, coincé, devant ce sens interdit. Pas de clé pour avancer, la voiture est à l'arrêt. Mais rappelez-vous, bébé déjà, on y a été confronté à cette vilaine absurdité. Depuis notre naissance, nous sommes face à elle, en quête de sens. Face à l'absurde, on cherche sans cesse le sens. Mais celui de la vie semble toujours s'échapper, trop compliqué à déceler. Mais l'humain a toujours la solution. Oui, ses yeux doucement quittent les étoiles et se recentrent vers ce qu'il connaît de mieux, le monde, simplement le monde. Les amis, notre métier, notre sincérité et nos 5 sens. Car si l'absurdité laisse devant nous la porte fermée pour trouver le sens de la vie, celle avec un grand V, elle nous donne cependant les clés pour se projeter vers la vie que l'on souhaite mener, la direction, le sens que l'on souhaite lui donner. L'absurdité, vous l'avez bien compris, devient notre carburant, notre essence. Et parfois, avouons-le, certains poussent le zèle à faire de leur essence l'absurdité. La voiture se met alors doucement en mouvement. Ce n'est plus un sens interdit qui se dresse devant nous, mais un sens unique. La voie est libre, courons chercher ce que la vie a à nous offrir. L'absurdité, en ce sens, est vecteur de sens.
Elle nous donne une direction à suivre, une flèche qui pointe vers l'avenir. Et derrière, car derrière la noirceur de cette absurdité, rien à faire, il faut continuer d'avancer. Alors oui, l'absurde est la clé du sens. Il est un peu comme 100 murs que nous devons franchir. Il est cette porte que nous devons ouvrir. Il est cette énigme dont nous devons nous affranchir. Sans lui, pas de quête, pas de mouvement, pas d'élan vers l'avant. Depuis notre premier cri jusqu'au mystère de l'univers, il est partout, infiltrant nos vies, nos doutes, nos pensées. Il est l'obstacle qui nous fait trébucher, mais aussi l'impulsion qui, pour toujours, nous fera avancer. Alors nous allons passer au dernier sujet. Le sujet est « À bas la rhétorique ». Et Léna Talva va défendre à l'affirmative. Je suis prête. Chacun a une relation différente à l'art oratoire. Chacun a eu des expériences variées quant à la parole, à l'expression publique. Mais pour les plus timides d'entre nous, la plupart de ces expériences a toujours été compliquée, si ce n'est douloureuse. Quel cauchemar! Quel cauchemar que de devoir prendre la parole devant toute la classe quand on est interrogé en cours. Quelle angoisse que de devoir s'adresser à un inconnu. Et quelle horreur que de sentir tous les yeux braqués sur soi pendant une présentation. Alors oui, à bas la rhétorique. Pourquoi tourner autour du pot? Oui, bannissons la rhétorique. Mais chaque chose en son temps. Revenons au début. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette rhétorique? La rhétorique, c'est simplement l'art de savoir bien parler, l'art de l'éloquence. Et ce n'est pas tant l'art en lui-même qui compte que l'intention qu'on lui insuffle. Le but de la rhétorique, c'est de persuader. De persuader et non de convaincre. Et oui, la nuance est fine, mais oui, elle est importante. Persuader concerne les sentiments, convaincre les arguments. C'est pour cela qu'elle est dangereuse, puisqu'elle joue avec nos émotions, notre côté sensible, et qu'elle s'en sert contre nous pour nous manipuler. La rhétorique est avant tout un art dangereux. Manié avec précision par les orateurs, il est un outil efficace pour parvenir à ses fins. Celui qui s'exprime est maître de la situation. Quant au public, il est lui spectateur, par définition soumis au but de l'orateur, qui est de le persuader, de le faire adhérer à son propos. Figurez-vous une souris qui se cache dans le grenier d'une maison. Cela fait plusieurs semaines qu'elle traîne là-haut, qu'elle incommode ses habitants avec le bruit de ses petites pattes qui courent sur le plancher, et qu'elle laisse ses traces de petits rongeurs un peu partout. Cela devient vraiment insupportable. Alors que faire? Installer un piège pour l'attraper et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Voilà la solution. Alors, il suffit de courir au magasin le plus proche et d'acheter un piège. En rentrant chez soi, il n'y a plus qu'à poser un petit bout de fromage sur ce piège, innocemment, et ensuite déposer ce piège dans un coin du grenier, l'air de rien. Plus qu'à attendre que la souris ensuite tombe dans le panneau. Eh bien voilà, la rhétorique fonctionne exactement de la même manière. Les orateurs tentent tout un tas de pièges variés pendant leur discours afin de mieux rapater les auditeurs. Ils sont conscients des stratagèmes qu'ils mettent en place pour duper, des jeux de langue qu'ils inventent, qu'ils mettent en place pour persuader,
des gestes et des intonations qu'ils accentuent pour émouvoir. La rhétorique est vicieuse. Au cours d'un discours, elle se glisse dans l'auditoire et petit à petit, comme une épidémie, elle atteint un à un les membres du public. Ce dernier est comme cette petite souris dans le grenier, qui, imprudente, s'approche du fromage, appétissant, et succombe à son charmant fumet. Le public est invité à adhérer aux propos de l'orateur, happé par les fioritures et les prouesses stylistiques. Seulement, il se laisse manipuler, tellement qu'il en oublie la thèse défendue. Trop vite, il donne son approbation à un discours avec lequel il se croit d'accord, avec lequel il pense être d'accord. Pourtant, il ne lui a plus que par sa beauté et non par ses arguments. Ce qui marque dans un discours oratoire, c'est avant tout un mot bien placé, une tournure savante ou un jeu de langue innovant. On retient ainsi les mots et non pas leur sens. C'est pour cela qu'il faut mettre à bas la rhétorique, qui est dangereuse, nuisible et avant tout insouciante de la morale. Tout est bon pour parvenir à ses fins, tous les moyens sont employables, toutes les thèses défendables. Alors certes, on pourrait me reprocher d'être trop dur avec la rhétorique, de ne pas être juste avec elle. Très bien, j'accepte de revoir ma thèse. Soyons moins sévères. Et si elle n'était pas si dangereuse, cette rhétorique, pas aussi vicieuse que ce que j'ai voulu vous faire croire? Eh bien, je maintiens que si la rhétorique n'a pas toujours de conséquences néfastes, elle est pour le moins inutile. Comme disent nos chers amis anglais, « Fine words butter no parsnips ». Les belles paroles n'y changent rien. À quoi bon chercher la forme si le fond n'y est pas? Ce serait comme vouloir faire le glaçage d'un gâteau qui n'est même pas encore cuit. Le résultat est illogique, inutile, mauvais, vide de sens. Pire, à quoi bon parler si la situation n'évolue pas ensuite? Il n'y a aucune raison de louer un discours, même émouvant ou beau, s'il ne sert pas ensuite à provoquer un changement, s'il ne sert pas une cause noble ou au moins juste. Imaginez un couple qui se trouve dans un restaurant, le soir, pour passer une bonne soirée en tête-à-tête, en amoureux. Sauf que non, Jérémie a décidé de quitter Virginie. Il ne veut plus être avec elle. Elle plaide sa cause, demande pourquoi, évoque tous les beaux souvenirs partagés dans le passé, larmoie, réitère, phrase après phrase, déclaration d'amour. Mais rien n'y fait. Jérémie a pris sa décision, il quitte Virginie ce soir. Décidé, il prend ses affaires, se lève et quitte la salle, sans qu'elle ne puisse rien y faire. La cause, pourtant, était noble. Virginie s'est confrontée aux limites de la parole. Les arguments, pourtant convaincants, les sentiments sincères, rien à faire. Virginie n'a pas pu convaincre son copain de rester. Aucun discours n'aurait, ce soir-là, pu faire changer d'avis Jérémie. Aussi tragique cette histoire est-elle, elle nous apprend une chose. L'éloquence est inutile. J'irai même plus loin, en affirmant et en ajoutant qu'elle est aussi archaïque. Cette tradition, instituée depuis l'Antiquité gréco-latine, antérieure même à Cicéron lui-même, contemporaine des papyrus et des mythologies, n'a plus sa place de nos jours. La rhétorique a vieilli, elle a pris des rides. Elle s'est fait enfouir sous la poussière des siècles qui l'ont transportée jusqu'à nous. Son prestige d'antan a disparu, à mesure que nous remplacions les toges par des sweats et des jeans, que nous remplacions les spartiates par des baskets, le latin par le français. À quoi bon faire perdurer une tradition antique si décalée de notre époque, qui, aujourd'hui, se tiendra au centre d'une arène dans le simple but d'ameuter des foules ou pour faire l'éloge de divinités mythologiques? Plus personne, ou presque. La société a changé, elle a évolué, et la rhétorique, elle aussi, a tenté de s'adapter. Seulement, celle qui reste aujourd'hui n'est plus qu'un fragment de ce qu'elle était autrefois. Une miette presque devenue poussière qui n'attend plus que d'être balayée. Les orateurs ne sont plus les mêmes.
ne partagent plus les mêmes motivations. En bref, les Cicérons n'existent plus. Victor Hugo, déjà, appelait à laisser la rhétorique derrière nous. En 1856, il écrivait dans les Contemplations « Guerre à la rhétorique et mort à la syntaxe !» Alors, acceptons de laisser la rhétorique à sa place. Dans les musées, au milieu des œuvres antiques, simplement comme un témoignage de notre passé, et non comme un outil encore en usage. Voici donc le dernier discours du concours sur le même sujet, bien sûr, à bas la rhétorique, thèse inverse à la négative, Alexandre Tran. Oui. Ma grande sœur passera bientôt sa soutenance de thèse, en fin avril, et deviendra officiellement docteur en pharmacie. Et il m'est arrivé, depuis qu'elle m'a annoncé cette nouvelle, de regarder en arrière et de nous voir encore, moi au collège, elle au lycée, nous disputer. Bien sûr, elle me dominait sur le plan des arguments, mais ce que j'aimais par-dessus tout dans notre relation, c'était que nous avions tous les deux droit à la parole. Bien que je rétorquais sans humilité lorsque c'était à mon tour, « C'est toi qui as tort, moi qui ai raison, voilà », elle m'écoutait, me considérait. Apprendre la rhétorique, je crois que c'est commencer à écouter l'autre pour apprendre de l'autre et se permettre de changer. Non pas écraser la parole de l'autre au nom de celui qui timbrera le plus fort, mais dire des faits pertinents, citer des chiffres, des études, dire nos émotions, nos images intérieures, car chacun et chacune qui commence une parole a une raison concrète de le faire, et que nous devons essayer de comprendre pourquoi. À la question « à bas la rhétorique », je répondrai que non. Et je commencerai par répondre à ceux qui attaquent la rhétorique. Car oui, elle s'est parée avec le temps d'une mauvaise réputation. Lorsqu'elle est détournée à mauvaise fin, mettez-la par exemple dans les mains d'un mauvais politicien, et il ou elle pourra chercher à manipuler son audience en sa faveur en multipliant les figures de style, par exemple, pour délaisser la morale et la logique. Or, n'est-ce pas justement l'absence du savoir rhétorique chez le public qui nous rendrait vulnérables? Ce n'est pas la rhétorique qui cause le mal, mais une rhétorique élitiste, qui se veut réservée au plus grand nombre. Car enfin, mettez-la dans les mains d'un politicien immoral, et il ou elle pourra chercher à manipuler son audience en sa faveur. Mais mettez le pouvoir de la rhétorique dans les mains d'un adolescent des quartiers populaires, et il pourra faire entendre, par des moyens concrets, de diction, de gestes, d'argumentation et de figures de style, sa voix, que beaucoup, malaisés, voudraient éteinte. Car la vraie rhétorique est un moyen par lequel toutes et tous peuvent se faire entendre, un outil pour convaincre par les faits que nous avons à dire indistinctement de notre genre,
de notre classe sociale ou de notre couleur de peau. Car la vraie rhétorique n'est pas unique et élitiste, mais plurielle et démocratique. Tuer la rhétorique, c'est tuer le débat. Et certains ont déjà tiré un coup de départ sur elle. Non pas avec une arme, mais avec les mots. Ou plutôt avec l'absence des mots. Car la rhétorique qui trouve son corps dans le tissu des phrases, lentement, s'assèche si l'on empêche, par exemple, l'existence de certains mots, de certaines phrases qui gêneraient des régimes politiques extrêmes et les censure. Écoutons alors ce déchaînement de silence. À bas la rhétorique et il n'y a plus de débat. À bas la rhétorique et vous ne trouverez plus qu'une seule voix unique, incontestable, semblable à une dystopie de l'écrivain George Orwell. Censurée, et la rhétorique tombe au profit d'une seule rhétorique, celle du silence forcé. La démocratie, pour qu'elle ait lieu, implique que les citoyens soient libres de forger leur propre opinion politique, qu'ils soient libres de décrypter et de produire des discours, parvenir à un gouvernement pour le peuple, par le peuple. Et qui oserait proclamer à bas la rhétorique comme un cri populaire lorsque c'est un outil indispensable à ce que le peuple puisse prendre part au débat public? Et on voudrait déjà nous priver d'un outil dont nous sommes déjà dépossédés? Qui souhaiterait notre rhétorique abattue? Plus qu'à voix basse maintenant. La rhétorique, c'est accepter de se faire bouger, de voir nos arguments être contredits, être forcés de pousser notre point de vue. Faudrait-il cesser de faire une rhétorique à voix haute pour l'abattre en murmure entre personnes utopiques qui sont déjà d'accord entre elles et qui ne voudraient pas prendre part à un débat? Des personnes, toutes les mêmes, miroirs de leurs opinions semblables? Nous ne croyons pas à un tel cauchemar. Et à ceux qui voudraient que nous soyons éternellement du même avis, que nous murmurions nos plaintes silencieusement, nous ne nous tairons pas. Nous dirons nos idées à haute voix. Redresse la tête maintenant, toi vieille rhétorique. Mal aimé de Victor Hugo, alors même qu'il était ton hypocrite génie, car tu n'as pas cessé de renaître et de te battre pour nous. Puisque par son talent rhétorique, Simone Veil donne le 26 novembre 1974 son discours en faveur de l'interruption volontaire de grossesse, amenant au vote de la loi Veil en 1975. Par son talent rhétorique, Émile Zola publie « J'accuse » dans le journal L'Aurore pour défaire le verdict scandaleux qui secoue le pays dans l'affaire Dreyfus. Par son talent rhétorique, Paul Éluard parvient avec son poème « Liberté », parachuté en 1942 dans une France occupée par les nazis, une France meurtrie, à ce que cette valeur, la liberté, dans le cœur des Françaises et des Français, demeure. La rhétorique n'a pas froid aux yeux, et elle fut, à plus d'une reprise, par le peuple, pour le peuple. Permettre la rhétorique, c'est permettre à la société de changer et de s'ouvrir. C'est rétablir une égalité et rendre justice à ceux que l'on voudrait oublier, disparus, pour les rencontrer. Toutes ces voix qui veulent se faire entendre et pour qu'enfin elles résonnent dans les assemblées. Permettre enfin que le plus solitaire des êtres, le plus persécuté puisse venir ici et ouvrir une bouche si longtemps fermée pour dire « Je suis là aujourd'hui, j'existe et j'ai quelque chose à vous dire ». Merci beaucoup.
Alors, vous le savez, Sophie Marchand l'a rappelé tout à l'heure, il y a depuis quelques années une section lycéenne dans ce concours d'éloquence. Et cette année, cette section lycéenne s'est agrandie avec 7 lycées en compétition cette année. Le lycée Chaptal, Jules Ferry, Voltaire, Caroline Dorian, François Rabelais et Louis Legrand. Et donc cet après-midi a eu lieu la demi-finale des lycéens et 3 finalistes sont sortis vainqueurs de cette demi-finale. Ils vont ce soir donc prononcer leurs discours qui les ont fait gagner, les discours qui les ont fait gagner cet après-midi. Et donc nous allons écouter donc dans un premier temps Chloé Elie du lycée Caroline Dorian qui a dû répondre à cette question: le réel est-il décevant? Et elle y répond par l'affirmative. Chloé, viens me rejoindre. On peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà cru en quelque chose si profondément que la réalité elle-même semblait s'effacer? Moi, j'avais un camarade qui, en primaire, voulait devenir vampire. Pas juste pour Halloween, non, il était persuadé que c'était son destin. Il relevait son col avec l'élégance tragique d'un Dracula tourmenté, parlait d'une voix ténébreuse, lente et solennelle, et fuyait le soleil comme s'il risquait d'y laisser sa propre existence. Chaque jour, il attendait, convaincu que l'heure viendrait où un être venu des ténèbres lui révélerait enfin son véritable pouvoir. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que nous étions nombreux à vouloir y croire. Nous l'observions avec fascination, envieux de son mystère, de sa foi inébranlable en un monde plus grand, plus magique que le nôtre. Car lorsqu'on est enfant, la frontière entre le rêve et la réalité est poreuse. On a envie d'y croire. Puis mon camarade a grandi. Il a compris que l'immortalité n'était qu'un mythe, que le seul pouvoir du sang, c'est de coaguler lorsqu'on se coupe, et que, soyons honnêtes, il devait avoir l'air passablement ridicule avec son col relevé en plein mois d'août. Mais surtout, il a découvert une vérité universelle. Le réel est toujours moins grandiose que l'histoire qu'on s'en raconte. Mais d'ailleurs, c'est quoi le réel ? Si on ouvre un dictionnaire, on apprend que le réel, c'est ce qui existe d'une manière autonome qui n'est pas un produit de la pensée. Ce n'est pas ce que l'on imagine, ce n'est pas ce que l'on espère, c'est ce qui est. Et qu'est-ce que ça veut dire décevant ? Décevant, c'est ce qui cause une déception, ce qui ne répond pas aux attentes. Autrement dit, le réel est décevant par nature. Et cela se vérifie dans bien des domaines. Prenons l'amour, par exemple. Qui n'a jamais rêvé de ces romances de cinéma où les âmes sœurs se reconnaissent en un regard ? Où l'amour triomphe, porté par des violons et un coucher de soleil flamboyant. Sauf que, dans la vraie vie, l'amour, c'est Tinder. Des profils où chacun embellit le réel. On triche sur l'âge, sur le métier, parfois même sur la photo. On se fait des illusions et bien souvent, on est déçu. Parce que l'autre n'est pas parfait, parce qu'il ne correspond pas à l'image que l'on s'était fabriquée, parce qu'il n'y a même pas la musique en fond sonore. Flaubert l'avait bien compris dans Madame Bovary. Emma, c'est une femme qui est bercée par ses illusions romantiques. Et tout à coup, elle se heurte brutalement au réel. Son mariage est fade, son quotidien l'ennuie, et l'amour passionnel qu'elle espérait n'existe que dans les romans. Bref, c'est réel, concret, quotidien. Mais au-delà de l'amour, cette désillusion touche aussi notre rapport au temps. Nous grandissons, pensant que nous avons tout le temps du monde. On repose les choses à plus tard, persuadés que demain sera toujours là. Mais un jour, on se réveille et on se rend compte que l'enfance est loin derrière nous, que les étés insouciants de notre jeunesse ne reviendront plus, que le temps a filé sans prévenir, laissant derrière lui des promesses non tenues, des rêves évaporés. Le réel nous trompe aussi sur les autres. Qui ici ne s'est jamais comparé à une image parfaite sur Instagram ? Qui n'a jamais ressenti ce pincement en voyant la réussite des autres ? On nous bombarde d'images idéalisées, de corps sculptés, de vies qui semblent brillantes. Et nous, on regarde notre reflet devant le miroir et on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi parfait ? Mais la vérité, c'est que personne ne l'est.
Les visages lisses sont filtrés, les réussites éclatantes cachent d'innombrables échecs. Les couples parfaits ne montrent pas leurs disputes. Comme le disait Paul Valéry, le réel, ce n'est pas ce que l'on croit, mais ce qui résiste. Et ce qui résiste, c'est la banalité, c'est la routine, c'est l'absence de miracle. Le réel, c'est ce qui écrase les rêves, ce qui réduit les espoirs à des souvenirs d'enfance. C'est ce qui nous force à grandir, à renoncer, à accepter que finalement, rien n'est aussi beau qu'on l'aurait voulu. Et peut-être que la plus grande déception, c'est de comprendre qu'on s'y habitue. Merci. Alors, deuxième candidat finaliste du concours lycéen avec une autre question. Faut-il chasser le naturel? Et il a répondu oui, c'est Akram Zidane. Ça dit quoi, le jury? Le public? Tranquille? Je m'excuse pour cette séquence que vous avez dû subir. J'étais pourtant naturel. Mais alors, qu'est-ce que le naturel? Vous savez, le naturel, c'est l'état originel de l'être, sans contrainte ni artifice. C'est ce qui est inné et spontané, contrairement à ce qui est construit ou façonné. La carotte de chez Naturalia plutôt que le steak de chez Lidl. Il y a quelques années, je me sentais mal dans ma peau à cause de mon poids. Je voyais constamment des images de personnes parfaites et ressentais la pression de changer. Au lieu de me plier aux normes, vous savez quoi? J'ai décidé de rester fidèle à moi-même et de ne pas me soucier des jugements. Mes kilos s'entassaient, mes vêtements me serraient. J'ai progressivement compris que le naturel ne m'aidait pas à m'épanouir. Contrairement à ce qu'affirme le proverbe, il n'est pas vain de chasser le naturel pour se réinventer, se donner les moyens de réussir en adoptant des habitudes saines et en me fixant des objectifs. J'ai atteint un équilibre qui me convient. Et regardez, mon naturel n'est pas revenu au galop. Édouard Louis, écrivain, transfuge de classe, en sait quelque chose. Lui qui a dû réinventer son être, sa gestuelle, son lexique, ses dents, pour, dans un premier temps, survivre, cesser de subir des violences homophobes, puis, dans un second temps, vivre dans le milieu bourgeois et intellectuel qu'il s'est choisi. Il n'est jamais inutile de remettre en question son naturel. Nous avons tous des défauts ici, non? Intellectuels, physiques, psychiques. Comme le dit la sagesse populaire, nul n'est parfait. Orgueilleux, montre-toi, toi qui te crois divin. Moi, Akram Zidane, orateur du peuple, je soutiens que mon contradicteur se trompe et que seul l'effort, la transpiration, le travail acharné sont dignes de respect. Mais je dois avouer que j'ai apprécié ton discours. Cela montre que tu l'as un peu travaillé, ou bien es-tu comme ça naturellement? Je remarque, mesdames, dans le public, ma professeure d'abord, vos maquillages élaborés. Messieurs, vous avez pris le soin d'aller chez le coiffeur, avez très brièvement abandonné vos joggings à la maison.
je vous remercie. Se faire beau n'est pas artificiel, ce n'est pas manquer d'authenticité, c'est juste honorer ceux, celles qui vont nous regarder, qui vont nous écouter. Si Rousseau pense que l'homme est foncièrement bon à l'état de nature, j'en doute. J'ai souvent vu mon petit frère revenir de la crèche, traces de crocs sur les bras, crocs dont l'identité n'était jamais donnée. Les bébés, ces petits anges, naturellement agissent comme des sauvages pour un jouet, un bout de pain. Heureusement que l'éducation est là pour chasser leur naturel. L'éducation, un doux remède. Pour dompter l'instinct, elle nous aide. Le naturel, malheureusement, c'est la loi du plus fort. Le loup plutôt que l'agneau. Le mari violent, la femme qui reçoit les coups. Le naturel, longtemps, ce fut les femmes qui mouraient en couche ou qui souffraient pendant d'interminables heures pour donner la vie. C'était aussi mourir à 7 ans d'une maladie bénigne, parce que les vaccins n'existaient pas. L'ordre établi, naturel et violent. Alors oui, chassons le naturel avec les armes du progrès, l'éducation, la culture, la science. Si Trump utilisait toutes les armes en vente libre aux États-Unis pour chasser son naturel, le monde se porterait mieux. Éloignons le naturel, ce chaos sans fin, avec culture et savoir, forgeons un avenir serein. Ce sont souvent les bourgeois, les bien-nés, les chanceux qui disent « reste naturel ». N'acceptez pas ces injonctions qui vous enferment. Si vous êtes issu d'une famille pauvre, si vous êtes laid, handicapé, ne vous résignez pas. Indignez-vous. La société cherche à vous rendre paresseux, passifs. Les plus grands aujourd'hui, comme Zinedine Zidane, Omar Sy, sont ceux qui ont chassé leur naturel pour être les meilleurs dans leur domaine à l'échelle mondiale. Toi qui m'écoutes, chasse le naturel, rêve plus grand. Dans la lutte, trouve ta voie. N'aie crainte, avance avec foi. Mon discours touche à sa fin. J'ai tenté de cacher mon naturel pour ne pas vous outrer. Je l'ai d'ailleurs chassé en enfilant ceci ce matin. Je le chasse encore à l'instant, en censurant des mots qui me viennent à la bouche. Ce n'était pas si mal pour un sujet où tout le monde me pensait perdu d'avance. J'ai dû vous livrer un secret intime. Je compte sur vous pour ne pas en faire mauvais usage. Pour un monde exceptionnel, chassons le naturel. Et notre dernier finaliste lycéen qui a gagné cet après-midi la demi-finale, Fabien Salazar-Laborie du lycée Louis-le-Grand, qui a répondu par la négative à cette même question: faut-il chasser le naturel ? Imaginez un monde où la science a atteint un tel niveau de puissance qu'elle est capable de tout ordonner, de tout organiser, de tout prévoir, de mettre les humains à l'abri de la maladie, des catastrophes naturelles. Imaginez-le, ce monde tout à fait rationnel, ce monde dans lequel le bonheur est accessible à n'importe qui, n'importe quand, par le simple intermédiaire d'une substance chimique qui empêche l'apparition des émotions naturelles. Imaginez-le. Ce monde vous semble-t-il parfait ? Peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'une utopie. Mais figurez-vous qu'eh bien non. Au contraire, ces univers dans lesquels je viens de vous entraîner sont ceux décrits par le roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, ou par celui d'Evgueni Zamyatin, Nous autres. Ces romans, fondateurs du genre dystopique, dénoncent la déshumanisation, où la spontanéité et les émotions passent pour des maladies, où la science sert
à éliminer le naturel. Une question s'impose donc. Faut-il chasser le naturel? Mais non, surtout pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que chasser le naturel est une entreprise qui porte à la controverse. Chasser le naturel implique une perte d'authenticité, de profondeur. Chasser le naturel, c'est renoncer à ce que nous sommes vraiment. C'est adopter une personnalité simplement pour plaire aux autres ou pour satisfaire son entourage. C'est ce que Sartre appelait la mauvaise foi, où l'on se crée une identité simplement selon le regard des autres. Pourtant, cette mauvaise foi peut nous apporter des doutes sur notre place dans la société, si elle est méritée ou s'il s'agit vraiment de la nôtre. Pour s'éviter tous ces soucis de conscience, il est donc logique de rester soi-même pour se sentir aimé tel que l'on est, car c'est au naturel qu'on est le plus beau et le plus fort. Je rajouterais que c'est aussi au naturel qu'on a les expériences les plus intenses et vraies. Une relation bâtie sur des faux-semblants et du paraître ne peut pas être profonde. Comme le crie Alceste du plus profond de lui-même, « Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. » Ce n'est que quand tombent les masques et se brisent les armures que l'homme peut vraiment établir des connexions solides. La nature que l'on dévoile devient alors le vecteur d'une vérité qui constitue le fondement même des relations durables. On se découvre des points communs avec les autres, des défauts, des qualités. C'est pourquoi chasser le naturel revient à se contenter des superficialités, sans s'enrichir de l'émulation commune qu'offre l'ouverture à l'autre. N'est-ce pas par exemple ce que nous apprend le Petit Prince avec sa célèbre phrase « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Pourquoi encore ne faut-il pas chasser le naturel? Parce que chasser le naturel nous expose à une menace d'uniformisation et d'aseptisation de la société. Imaginez, sans naturel, chacun se cantonne à jouer le rôle qui lui a été assigné, sans se poser de questions, sans puiser au fond de lui-même pour mobiliser ses ressources intérieures, pour exprimer ses capacités transformatrices et créatrices. Chasser le naturel, c'est réprimer son ingénium, le génie, le naturel, qui fait la force de l'individu. Plus d'art, plus d'artistes, plus de littérature, plus de pensée individuelle, plus d'originalité, plus de fantaisie. Sans naturel, il ne reste alors qu'un monde froid, sans couleur, sans variation, sans émotion. On peut se sentir vulnérable quand on se montre naturel. Le masque, l'armure, le costume, la façade, l'artifice, le déguisement, les apparats, le maquillage sont des protections, des boucliers. Or, au contraire, l'expression de ses sentiments et de sa nature est ce qui fait s'élever l'humanité. Autre illustration. Pourquoi ne faut-il pas chasser le naturel? Parce que chasser le naturel est une entreprise liberticide. Imaginez une société dans laquelle chacun est obligé à renoncer à son moi, à sa nature profonde, pour se conformer à des règles soi-disant idéalistes. Une telle société n'est autre chose qu'une dictature. Voyez par exemple la Corée du Nord. Le gouvernement oblige les habitants à revêtir uniforme et sourire Colgate le jour de la fête nationale, pour aller danser sur les places publiques, pour adorer l'unique leader. On cherche à châtrer le désir, à abattre la belle fierté de l'ingénu de Voltaire, au profit de l'État, d'une société policée, dont les intérêts passent avant toute expression d'humanité. Pourquoi ne faut-il pas chasser le naturel? Parce que quoi qu'on fasse, il revient au galop. La nature est plus forte que tout, et on ne peut pas réellement la chasser. C'est une entreprise vaine. On peut tenter d'effacer ses émotions, de briser l'instinct, d'uniformiser les comportements. Mais l'homme n'est pas une machine. Ses sentiments, ses pulsions, son individualité sont ancrés en lui. On ne peut pas lutter contre la nature. On peut la maquiller, la contenir, la canaliser, mais pas l'effacer. Car la nature humaine, voyez-vous, est comme une rivière. On peut tenter de la barrer, de la détourner, de la sécher. Elle finira toujours par trouver une brèche, un passage. Bien sûr, il faut éduquer et cultiver son naturel, son génie, mais pas le déloger. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est une illusion, un effort vain perdu d'avance. Et au fond, n'est-ce pas rassurant? Par exemple, je voudrais bien vous en dire plus, mais je sens que ma nature paresseuse reprend le dessus, donc je pense que je vais commencer à la conclusion. Donc finalement, chasser le naturel, ce n'est pas qu'une illusion, c'est aussi une menace pour l'authenticité, la richesse et la liberté de l'humanité. Que ce soit dans la littérature, dans la philosophie ou dans l'histoire, toutes les tentatives d'opprimer la nature profonde des êtres
à mener à un appauvrissement de la société, à l'aliénation des êtres. Donc en fin de compte, plutôt que de chercher à étouffer ce que nous sommes réellement, ne vaut-il mieux pas chercher à construire une société qui valorise notre génie, qui fait notre unicité ? Car c'est bien dans la diversité des personnalités, des émotions, des sensibilités, de nos dons en somme, que réside la véritable beauté du monde. Merci de m'avoir écouté. Alors, on va vraiment annoncer les résultats. Mais avant d'annoncer les résultats, parce qu'on a un peu envie de torturer les candidats et le public, on va quand même dire que le jury, dans son ensemble, est très heureux de ce qu'il a entendu. Tous les discours étaient convaincants, bien construits, bien prononcés, bien habités. On a été assez émus par tout ce qu'on a entendu et très impressionnés aussi par la gestion du temps de tous les candidats et toutes les candidates. Personne n'a dépassé, donc vraiment, on aurait dû faire ça depuis des années en fait, imposer 8 minutes et l'alarme qui fait peur, quoi. Donc, alors, nous allons annoncer les 4 personnes retenues pour la finale. Mais le jury se tient à la disposition de tous les candidats et toutes les candidates pour discuter de leur performance, parce qu'on a plein de compliments à faire à tout le monde. On a peut-être quelques conseils à donner aussi, y compris d'ailleurs à ceux et celles qui vont en finale. Alors, maintenant que j'ai bien abusé de votre patience, je vais laisser Delphine annoncer les 4 noms qui sont classés par ordre alphabétique. Alors, avant d'annoncer ces 4 noms, je voulais un peu renchérir sur ce que disait Sophie et souligner que on a été, je crois, tous et toutes impressionnés par le niveau de maîtrise en fait des discours qu'on a entendus ce soir, à la fois sur la forme et sur le fond. Voilà, on n'oublie pas que tout ça a été écrit dans l'après-midi et pas répété avant d'être joué devant nous ce soir. Donc voilà. On tenait vraiment à souligner la maîtrise très impressionnante des discours et des performances qu'on a entendues. Ceci étant dit, je vais donc annoncer les 4 noms. Les quatre demi-finalistes qui iront en finale. Donc par ordre alphabétique, iront en finale Raphaël Canon, Stéphanie Crespin, Pierre-Louis Théron, et Alexandre Tranin. Donc, on vous laisse profiter de ce beau résultat et on vous donne rendez-vous le vendredi 16 mai au Grand Auditorium de la BNF à 18h.